Écoutez l'horloge. Lentement, l'engrenage transforme le présent en passé. Le temps a-t-il fabriqué l'horloge? L'engrenage a-t-il fabriqué l'horloge? Toutes sortes de vie existent sur notre planète. Certaines formes de vie sont si petites qu'elles peuvent se glisser aisément dans le trou d'une aiguille. Et pourtant, même ces êtres unicellulaires sont d'une complexité incroyable. Les scientifiques ont découvert qu'ils sont constitués de milliards d'atomes qui sont arrangés de manière complexe. Mais qu'est-ce qui les fait vivre? Qu'est-ce qui leur donne la capacité de se déplacer et de se reproduire? Un être humain est constitué de plusieurs milliards de cellules. Ce rassemblement superbement organisé d'atomes et de cellules possède des capacités incroyables. Il vit, il éprouve de la joie, de la souffrance et de l'amour. Il distingue la beauté de la laideur, le bien du mal. Comment ceci a-t-il pu se produire? Comment un simple amalgame d'atomes peut-il accomplir des choses si extraordinaires? Plonge au regard plus profondément dans les parties les plus élémentaires de notre corps, les cellules vivantes. Ce modèle montre le noyau, une partie très importante, nous en reparlerons plus tard. Chaque merveilleux être vivant sur notre Terre est construit de cellules vivantes complexes. La technologie moderne a révélé une partie de leur fonctionnement superbe. Nous pouvons maintenant observer une cellule se divisant en deux. Incroyable, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous vous rendez compte que la cellule est composée de molécules non vivantes et d'atomes morts. Qu'est-ce qui les fait vivre? La vie, c'est quoi exactement? C'est quoi la vie? La vie se véhicule sur la matière et il faut que la matière soit très organisée pour soutenir la vie. Mais il faut aussi un minimum d'organisation chimique pour supporter la vie. Les matérialistes disent que puisque la vie est faite d'atomes et de molécules et de réactions chimiques, alors la vie n'est rien d'autre que de la chimie. Alors, il nous faut examiner cette question très attentivement, parce qu'il est vrai que la vie s'alimente de chimie et de réactions chimiques. Mais simplement à cause de ce fait, pouvons-nous dire que la vie n'est donc rien de plus que de la chimie? Et puisque la chimie se produit par hasard, que la vie a pu surgir au début de quelques réactions chimiques fortuites ou accidentelles? Voici le cœur du mystère de la vie, la cellule vivante. Notre corps a été construit par leur division et redivision petit à petit. Chose stupéfiante, les quelques milliards de cellules diverses et compliquées du corps humain proviennent d'une seule cellule, l'œuf fertilisé, le zygote. La croissance de l'embryon est une chose merveilleuse. À partir de rien apparemment, se construisent les cellules complexes du système nerveux, de la peau, des muscles, du sang et des os, d'après des plans stockés dans le zygote. L'heure de l'accouchement approche. Une série d'événements d'une complexité incroyable s'est produite, chacune au moment idéal, ce qui a provoqué la réalisation la plus impressionnante de toutes, une nouvelle vie humaine. Quand nous sommes nés, nous sommes incroyablement complexes, techniquement parfaits, un merveilleux ensemble de pièces intégrées qui vit et qui grandit.
Mais alors, comment peut-on prétendre que la vie n'est qu'une simple question de chimie? Si la vie se ramène simplement à de la chimie et n'est rien d'autre que de la chimie, alors la meilleure façon de comprendre ses vraies potentialités, c'est de regarder quelques-unes des substances chimiques de la vie. Et alors nous verrons que ce n'est pas une simple question de chimie. La substance chimique la plus importante dans la cellule, c'est la molécule d'ADN. La molécule d'ADN est une molécule chimique très longue et elle contient toutes les informations qui font que la vie est ce qu'elle est. La molécule d'ADN détermine la couleur de votre peau. Elle détermine si vous êtes un crocodile ou un chou-fleur. Elle détermine si vous êtes une amibe ou un singe. Elle détermine l'espèce et elle détermine les attributs de l'espèce à laquelle vous appartenez, quelle qu'elle soit. Alors, comment le fait-elle? Dans l'être humain, il y a suffisamment d'informations contenues dans cette molécule pour remplir 1000 livres de 500 pages aux caractères d'imprimerie les plus petits, de données chimiques sur la façon de vous fabriquer et comment vous maintenir en vie. Ceci est plutôt compliqué. Alors prenons quelque chose de plus simple pour expliquer le fonctionnement de la molécule d'ADN. Vous connaissez tous le morse. Avec le morse, on peut, à l'aide de 2 lettres, c'est-à-dire un point et un trait, plus l'intervalle entre les deux, écrire toutes les informations contenues dans la Bible ou dans n'importe quel autre livre, à condition de connaître le morse. Alors, si on prend un message simple en morse, tel que le SOS, point, 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 trait, 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 point, point, point. Voilà tout le message d'une personne en détresse. Alors, le code génétique, les chromosomes et la molécule d'ADN utilisent exactement la même méthode, le même principe pour stocker des informations. Voici une corde. Et sur cette corde, j'ai point, 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 trait, 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 point, point, point. Et je la soulève devant vous et toute personne connaissant le morse dira « Ah ah, il essaie de me dire qu'il est en détresse. SOS. » Alors, je pourrais utiliser n'importe quelle autre séquence et beaucoup plus de cordes pour écrire, par exemple, le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger ». Et on pourrait l'écrire en entier, simplement en utilisant une corde semblable. Alors, la molécule d'ADN ne consiste pas en une seule corde, mais en 2 cordes qui sont parallèles et qui montent en spirale. Et 4 lettres, les 4 lettres du code génétique sont fixées entre les 2 cordes. Et ces 4 lettres du code génétique sont de simples substances chimiques. Vous avez donc une très longue molécule génétique d'ADN, toute repliée et retenue au milieu par des liaisons d'hydrogène qui sont des liens chimiques très faibles. Et quand une cellule se divise, elle s'ouvre, comme une fermeture éclair, et une moitié passe dans une cellule, et l'autre moitié passe dans l'autre. Alors, c'est un système merveilleux à regarder parce qu'il veut dire qu'en 20 minutes environ,
on peut reproduire sur un système comme celui-ci les informations contenues dans 1000 livres de 500 pages de minuscules caractères d'imprimerie. Et pensez-vous qu'il est possible en 20 minutes de taper les informations contenues dans 1000 livres de 500 pages à la machine, et ceci sans faire beaucoup de fautes? La deuxième chose importante au sujet de cette rédaction du livre de la vie dans la cellule, c'est que la molécule est capable de se relire. Quand nous écrivons un livre, il nous faut quelqu'un d'autre pour le lire, mais ceci n'est pas nécessaire dans la cellule. D'abord, la cellule fabrique ce qu'on appelle des ribosomes, et ces ribosomes, ce sont des protéines compliquées. Ils montent cette spirale double que nous appelons la molécule d'ADN. Et en montant ces spirales doubles, ils perçoivent les informations. Nous pouvons lire ceci avec nos yeux, et nous pouvons le lire avec nos doigts. Donc, nous avons deux façons de lire ce livre avec notre façon de faire. Mais dans la cellule, les ribosomes montent sur la structure double et en lisant les positions des bases, ils recrachent, pour ainsi dire, les protéines qui sont inscrites en langage chimique. Et ainsi, ils vous fabriquent, vous. Alors, les informations qui sont contenues dans cette molécule d'ADN ne sont pas, croyez-moi, écrites sur les molécules qui constituent la corde. Les biochimistes ont découvert qu'il y a 10 à la puissance 87 façons d'assembler les atomes dans la molécule d'ADN humaine. Selon la théorie de l'évolution, cette molécule si complexe, qui n'est qu'une partie d'une cellule humaine complète, est apparue par l'action du temps et du hasard, par essai et erreur. Cela a-t-il pu se produire? Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une combinaison sur 10 à la puissance 87 combinaisons qui permettrait la reproduction. Souvenez-vous que 10 à la puissance 87 est égal à 18 suivi de 87 zéros. La plupart des évolutionnistes prétendent que l'univers a moins de 10 à 20 milliards d'années. Savez-vous combien de secondes il y a dans 20 milliards d'années? Moins de 10 à la puissance 18. Donc, même si une combinaison au hasard était essayée chaque seconde pendant 20 milliards d'années, il n'y aurait jamais eu assez de temps, d'après l'âge de l'univers donné par les évolutionnistes, pour assembler cette molécule. La cellule qui contient un tel système chimique n'était pas fabriquée par la seule chimie des molécules qui la constituent. Donc je crois qu'il y a un auteur qui est au-dessus du matériel et de la matière dont ces cordes sont faites, qui a d'abord conçu les informations nécessaires pour fabriquer une cellule, qui a ensuite noté ces informations et qui a incorporé un système de lecture et de réalisation pratique. Ceci pour que la cellule puisse se construire à partir des informations inscrites en elle, lors de la création, par l'auteur de ces informations. En tant que scientifique, je suis convaincu que la chimie seule d'une cellule n'est pas suffisante pour expliquer le fonctionnement d'une cellule, bien que ce fonctionnement soit chimique. Le fonctionnement chimique de la cellule est contrôlé par des informations qui ne résident pas dans les atomes et les molécules de cette cellule. Dans la Genèse, il est écrit « Au début, Dieu créa ». Il a créé la matière à partir de rien. Il a pris cette matière et lui a donné toutes sortes de formes. Des cellules vivantes, de petites créatures vivantes constituées d'une cellule ou de plusieurs. Il a créé des insectes comme ces fourmis qui sont toujours en train de vaquer à leurs affaires de tous les jours. Et bien sûr, les oiseaux qui volent comme cette petite mouette.
La Bible dit qu'une intelligence extérieure a créé la matière et a créé la vie. Pendant le Moyen-Âge, certaines personnes pensaient que les êtres vivants surgissaient souvent de la matière morte ou non vivante. Par exemple, on pensait que les grenouilles provenaient de la vase, de la boue d'un étang, ou que des asticots provenaient de la viande avariée. Cette idée sortie tout droit d'un conte de fées s'appelait la génération spontanée. Les gens pensaient que les vers, les insectes et beaucoup d'autres créatures s'étaient formés à partir de la matière dans laquelle ils vivaient. Un grand scientifique du XVIIe siècle avait une recette pour créer des souris par la génération spontanée. Il a dit de prendre une chemise sale, trempée de sueur, et d'ajouter du blé. Ensuite, ayant laissé ce mélange mijoter pendant 21 jours, on trouverait que la sueur et le blé avaient fait pousser des souris. En 1668, un Italien nommé Redi se demandait si la viande était vraiment à l'origine des asticots que l'on trouvait sur la chair qui se décomposait. Il a réalisé certaines expériences par lesquelles il a prouvé que la viande en cours de décomposition ne produirait les asticots que si des mouches y avaient accès. Mais peu de gens prêtèrent attention à ces expériences. C'était le célèbre scientifique français, Pasteur, qui par la suite a prouvé de manière concluante que les êtres vivants ne provenaient jamais de la matière stérile ou non vivante. En d'autres termes, la vie provient toujours de la vie. Les scientifiques sont convaincus de ceci, à tel point qu'ils l'ont proclamé sous la forme d'une loi scientifique, la loi de la biogénèse. Cependant, l'évolutionnisme naturaliste est basé sur l'idée qu'à l'origine, la vie a été générée spontanément, à partir de la matière non vivante. On croit ceci malgré le fait qu'il n'y a pas eu un seul exemple de génération spontanée observé depuis que l'observation scientifique existe. Les évolutionnistes croient que la vie est apparue spontanément dans une soupe primitive. Ils croient qu'à l'époque des origines de la vie, l'atmosphère de la Terre était une atmosphère réductrice et qu'elle était composée de gaz ammoniaque, de vapeur d'eau et de méthane. On pensait que si des éclairs passaient à travers un mélange de ce genre, alors les briques de construction de la vie en sortiraient spontanément. À Chicago, il y a quelques 20 ou 30 ans, messieurs Miller et Fox ont réalisé une série d'expériences dans le but de répéter ce phénomène et d'en prouver l'existence. Donc, ils ont fait passer un courant électrique à travers un mélange de méthane, de gaz ammoniaque et de vapeur d'eau, et ils ont obtenu un certain nombre d'acides aminés qui sont à la base de la vie. On pensait alors que ces acides aminés démontraient que la vie, ou tout au moins les précurseurs de la vie, apparaîtraient dans de telles conditions. Ils ont donc proclamé qu'ils avaient produit d'une manière expérimentale les premières étapes dans la production spontanée de la vie, ce que croit encore le monde scientifique à ce jour. Alors, est-ce la réalité? Il n'y a pas de doute qu'ils ont produit des acides aminés. Mais est-ce que ces acides aminés font partie de ceux qui pourraient être utilisés pour la vie? La réponse est un non catégorique, car la vie a besoin d'acides aminés, qui sont exclusivement de la série L et non de la série D, pour produire les protéines de la vie. Des conditions semblables s'appliquent à la production de la molécule d'ADN qui a besoin de molécules D exclusivement. La vie ne peut pas utiliser les mélanges parce que la stéréochimie ne cadre pas avec l'explication. Donc, puisqu'ils ont produit effectivement des mélanges racémiques, il est catégoriquement impossible que la vie provienne spontanément d'une soupe primitive de ce genre. La stéréochimie ne cadre pas avec l'explication.
Bien que l'expérience de M. Miller semblait au début marquer des points pour la théorie de la génération spontanée de la vie, une vérification attentive de l'expérience démontre qu'elle ne fait que compliquer la question. Non, le cœur de la question, l'origine des informations stockées ici, reste un mystère, puisque dans l'expérience de M. Miller, il y avait un mélange de 50% d'acides aminés L et de 50% d'acides aminés D qui se sont formés. Et lorsque l'on a un mélange des deux, cela ne produit pas de vie du tout. La vie ne peut pas utiliser des combinaisons de ces molécules stéréoisomères en miroir. Si l'on ajoute ne serait-ce qu'un seul acide aminé D à une chaîne d'acides aminés L, celui-ci détruit l'efficacité de la chaîne entière. L'homme est un être d'une complexité incroyable. Regardez le cerveau humain. L'aspect extérieur cache bien les merveilles qui se trouvent à l'intérieur. Si nos yeux pouvaient la voir, l'action électrochimique des cellules du cerveau ressemblerait probablement au scintillement d'innombrables étoiles dans un univers sans fin. Les 10 à 100 milliards de cellules du cerveau forment des milliards d'interconnexions. Et pourtant, ces cellules sont conçues de manière si merveilleuse et sont si compactes que la partie du cerveau que l'on voit ici est, en réalité, plus minuscule qu'un seul grain de sable. Chaque centimètre cube du cerveau contient des dizaines de millions de cellules nerveuses qui sont interconnectées par des milliers de kilomètres de fibres. On a dit que l'arrangement de la matière le plus complexe et le plus méthodique dans l'univers entier se trouve être le cerveau de l'homme, qui pèse environ 1,5 kg. Ses capacités et son potentiel frappent l'imagination d'étonnement. Une telle merveille pourrait-elle apparaître et évoluer simplement grâce au temps, au hasard et par des processus naturels? La Bible dit que le seul fait de regarder la nature peut amener notre esprit à arriver à la conclusion que Dieu existe. Donc regardez, et regardez attentivement. Et Dieu a dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et le bétail selon son espèce, et tous les reptiles selon leur espèce. Écoutez l'horloge. Comme les substances chimiques qui portent la vie, l'engrenage bouge. Lentement, il transforme le présent en passé. Qui a fabriqué l'horloge? Peut-être que la seule explication logique est que c'était une intelligence extérieure à l'horloge, un horloger. Réfléchissez-y. Vous vous souvenez qu'au début de notre émission, nous avons regardé la maquette de la molécule d'ADN et nous avons découvert qu'elle devait, d'une certaine manière, être ordonnée comme un livre pour stocker des informations et les restituer pour que la vie puisse être construite. Or, ces informations ne résident pas en tant que telles dans la matière brute et inorganique. Nous croyons donc, et comme vous l'avez vu, nous avons des raisons scientifiques de le croire, qu'il a dû y avoir une insufflation d'informations dans la matière pour produire une structure remplie d'informations comme celle-ci. Donc, il y a eu un acte de création donnant des instructions à la matière quant à la façon de construire une cellule. Ainsi, l'homme qui croit à la création n'est en aucune façon troublé si un biochimiste va dans son laboratoire, prend les particules les plus petites de la terre, de la poussière, et par son esprit les organise jusqu'à ce qu'elles deviennent vivantes, en faisant un virus ou peut-être avec un peu de temps, une cellule primitive.
Il a insufflé de l'intelligence à la matière pour le faire. Quand vous regardez la beauté de la nature qui nous entoure, voici la fleur du trèfle, et quand vous pensez que tout provient de matière insufflée d'informations comme ceux que je décris, vous ne pouvez qu'être rempli d'émerveillement devant la sagesse d'un créateur qui avait premièrement le sens de la beauté et deuxièmement la capacité technique pour la réaliser. Et je suis émerveillé. Quand je regarde la nature autour de moi, de voir la façon dont Dieu l'a fabriquée et de voir comment il a réalisé la beauté de sa propre âme en créant. La Bible enseigne d'une manière parfaitement claire, et ceci concorde bien avec mes connaissances scientifiques, que celui qui a fait ceci s'appelait la parole, et que cette parole, le Logos, c'était Jésus. Jésus s'est appelé lui-même le Créateur, celui qui a tout fabriqué, par lui et pour lui. Si tel est le cas, alors je suis rempli de joie de ce qu'il a fait de la création une chose si belle, et qu'il m'a aimé suffisamment pour mourir pour moi, pour devenir également mon sauveur.